Elle est docteure en psychologie de la petite enfance et professeure externe au département de psychologie de l'UQAM. Et ses travaux portent sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, sur les moyens à prendre pour favoriser le développement des enfants en contexte éducatif et sur l'accès aux services de garde des familles démunies. Ses expériences antérieures aussi à titre d'éducatrice, c'est important de le mentionner, elle a été elle-même éducatrice et directrice d'un milieu de garde et enseignante au collégial en technique d'éducation à l'enfance. Donc, elle porte aussi plusieurs chapeaux pour nous parler aujourd'hui, ce qui est super intéressant pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui nous écoutent, qui avaient beaucoup de questions aussi dans les derniers panels. Donc, je pense qu'elle sera bien en mesure de répondre à ces questions-là. Et elle a d'ailleurs d'étroites collaborations avec tous les acteurs en petite enfance. Là, elle chapeaute une recherche d'ailleurs actuellement qui est super intéressante avec différents acteurs du milieu. Voilà pour ça. Elle va nous parler des bénéfices, en fait, des services de garde sur le développement des enfants, comme je le disais. Et elle va quand même nous faire une brève mise en contexte historique aussi et savoir pourquoi c'est important d'investir pour les enfants très tôt, puis quelles sont les conditions essentielles pour que les enfants aient des bénéfices des politiques qu'on adopte en enfance au niveau des services éducatifs. Donc, elle va nous amener même des pistes de solutions. Alors, on sera les grandes oreilles ouvertes pour prendre des notes et puis pour faire pression de la meilleure façon possible pour des services de qualité pour nos enfants. Sur ce, je lui laisse la parole. Merci Myriam. Merci à toutes les organisatrices de cette rencontre. D'abord, vous dire en introduction que je suis très heureuse de cette initiative-là. Je trouve ça très intéressant que des jeunes parents se mobilisent ainsi pour trouver des réponses à leurs questions, tenter de régler des problématiques, puis s'engager, s'investir, prendre la suite, en fait, de ce que les grandes femmes qui ont présenté ce matin ont pu ouvrir le chemin avant nous. Donc, on est très privilégiés au Québec d'avoir eu des femmes qui ont lutté pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des services de garde éducatifs à la petite enfance et pour les droits des enfants. Donc, je veux leur rendre hommage ici aujourd'hui avant de commencer. Et dire aussi que je suis contente de passer après elle parce que ça va me permettre, elle et eux, parce que par la suite, Pierre a présenté avec l'autre intervenante dont j'oublie le nom, mais que je connais très bien. Je suis désolée de l'Iris. Et je suis contente parce que ça va me permettre de faire peut-être quelques petites précisions, mais aussi peut-être quelques rectificatifs. Donc, j'amorce tout de suite la présentation. Comme l'a bien introduit Myriam, là, je vais parler rapidement du contexte historique et politique parce que même si tout le monde en a dressé un portrait, l'histoire, c'est pas statique, puis l'histoire prête à interprétation. Alors, on peut tout l'utiliser à notre façon pour appuyer nos propos. Donc, c'est ce que je vais faire également. Je vais aussi parler rapidement de pourquoi c'est important d'investir dans la petite enfance. Donc, quels sont les bénéfices que je vais rappeler, qui ont été très bien abordés par mes collègues ce matin. Et je vais surtout me concentrer sur les conditions essentielles pour que ces bénéfices-là soient observés. Et j'aborderai spécifiquement la qualité éducative. J'ai même été rajouter des diapos à l'heure du dîner pour répondre aux questions de ce matin parce que je voyais qu'il y avait un petit glissement là, autour de ce qu'est exactement la qualité. J'aborderai aussi l'universalité et les services de garde publics, la question de l'accessibilité et je ne peux m'empêcher de faire un point sur les enjeux liés à la privatisation du réseau. Et je conclurai avec quelques pistes d'interprétation, aussi quelques recommandations. Donc, première partie, mise en contexte politique. Donc, depuis près de 25 ans, le Québec se distingue. On a mis en place au Québec, et évidemment bien avant ça, là, parce qu'il faut rappeler que les services de garde éducatifs à la petite enfance ne sont pas nés avec la politique familiale il y a 25 ans, mais on part habituellement de ce moment-là pour parler des mesures novatrices qui ont été mises en place en matière de soutien aux familles et d'éducation à la petite enfance. Donc, comme l'ont rappelé certains collègues ce matin, dont Mme Marois, on a mis en place une politique familiale et le but de cette politique familiale-là était d'assurer l'équité pour le soutien aux familles par une aide accrue, surtout à celles ayant un faible revenu. Faciliter aussi la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles et favoriser le développement des enfants et l'égalité des chances pour tous.
3 mesures ont été mises en place pour faire suite à cette décision et ont influencé grandement le développement des services de garde éducatifs à la petite enfance, que vous remarquerez que je n'appelle jamais garderie. Ce sont des services de garde éducatifs. Les garderies, c'est un type de service de garde. Donc, la création du réseau des centres de la petite enfance était un des aspects de cette mise en place-là. L'augmentation du nombre de places disponibles en services de garde éducatifs régis et l'introduction de la contribution parentale réduite. Donc, on se rapporte à l'époque où on a implanté des places à 5 $ par jour, ce qui a beaucoup changé au fil des années. Alors, 24 ans plus tard, le Québec offre des services de garde éducatifs régis. Si on regarde comment ça s'est développé au fil des années, en 1997, lorsqu'on a débuté le réseau, on avait déjà 58 284 places. Donc, il existait un réseau avant la création des CPE. Ils ont simplement changé de nom, mais les services de garde sans but lucratif subventionnés, c'est l'ancien nom des CPE. Donc, si vous regardez l'évolution, je suis partie de 2014 et j'ai rajouté ce qui s'est passé depuis 2014 en 2021. Donc, ce qu'on constate, c'est que la proportion des nouvelles places qui ont été créées entre 2014 et 2021 a changé. C'est-à-dire que, en fait, entre 2009 et 2014, il y avait eu beaucoup de places qui avaient été créées dans le réseau à but lucratif, les garderies commerciales dont on parlait tout à l'heure. Et cette proportion-là est passée entre 2014 et 2021 pour les services de garde subventionnés, donc les CPE et les services de garde en garderie subventionnée, de 82 à 77 %. Donc, on a eu une certaine diminution qui se poursuit de la création des places en services de garde subventionnés au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ces 24 dernières années-là? Il y a eu de nombreux changements de partis politiques qui ont mené à beaucoup de projets de loi successifs et à beaucoup de réorganisations importantes du réseau et à une privatisation accrue. Donc, les gouvernements, à l'époque, souhaitaient convaincre la population que les services de garde éducatifs régis coûtaient trop cher aux contribuables québécois. Pierre Fortin a très bien démontré ce matin que ce n'est pas le cas. Donc, on poursuit. Pourtant, c'est possible pour un État d'avoir une vision à long terme et de choisir d'investir dans les familles et leurs enfants, même en période de contraintes budgétaires. Parce que, comme l'a rappelé Mme Marois ce matin, on était en pleine contrainte budgétaire dans les années 90 lorsque le réseau des centres de la petite enfance et la politique familiale ont été mis en place. Pourquoi? C'est parce qu'on sait très bien, et ça a été documenté partout à travers le monde depuis plus de 20 ans, et même 30 ans, et même 40 ans, que l'investissement en petite enfance génère des bénéfices tant à court terme, en préservant la participation active des parents sur le marché du travail et en contribuant à des économies régionales, mais aussi à long terme, en préparant le citoyen de demain et en augmentant ses chances de réussite éducative et socio-professionnelle. Alors, pourquoi investir en petite enfance? Parce que l'éducation à la petite enfance est associée à des bénéfices à de très nombreux niveaux. Donc, ce matin, on en a parlé, mais je le rappelle rapidement. On sait que la pauvreté, le niveau de pauvreté des femmes et l'accroissement de la présence des femmes sur le marché du travail sont directement reliés à la création de places en CPE dans les dernières années. Donc, ici, vous avez des chiffres entre 1996 et 2006 pour la diminution du taux de pauvreté, surtout pour les femmes monoparentales, ce qui a contribué aussi à la diminution du taux de pauvreté des enfants, qui, je vous le rappelle, lorsque les enfants sont moins pauvres et reçoivent plus de soutien, sont associés à une réussite éducative accrue. Ça contribue. Dans la même période, autour de 1997 et 2008, on a eu une augmentation importante aussi des mères d'enfants de 3 à 5 ans sur le marché du travail, donc spécifiquement le groupe d'âge des jeunes parents. Et on sait, comme le dit Pierre ce matin, et en citant Fortin, Godbout et Saint-Cerny, que ce programme-là est rentable pour le Québec, c'est-à-dire qu'on fait des bénéfices avec ce programme-là.
Les services de garde éducatifs à la petite enfance sont aussi associés à une promotion du développement des enfants et à une réduction des inégalités sociales. Donc, de très nombreuses études l'ont cité et l'ont affirmé, et Pierre en a rajouté d'autres tantôt. Les enfants qui fréquentent des services de garde éducatifs ont habituellement un niveau de développement et une réussite sociale accrue un peu plus tard dans leur vie. Et il y a des effets plus marqués pour les enfants qui proviennent de milieux défavorisés ou de milieux marginalisés, si vous voulez le dire d'une façon plus critique. Même les lauréats de prix Nobel en économie, comme James Heckman, le soulignent depuis très longtemps. Toutefois, si on veut parvenir à ces effets-là, si on veut pouvoir observer ces effets-là, tant sur le développement cognitif, affectif, physique, moteur, intellectuel, langagier chez les enfants, il y a certaines conditions qui doivent être essentielles, qui doivent être en place. Et c'est ça que je vais aborder plus longuement maintenant. Donc, ces 3 conditions-là sont d'abord la présence de la qualité éducative, sur laquelle je vais revenir plus longuement. Donc, la recherche indique très clairement que plus le niveau de qualité éducative est élevé dans les services fréquentés par les enfants, plus le développement des enfants sur beaucoup de composantes de leur développement et le bien-être des familles également et le bien-être des travailleuses est aussi favorisé. Donc, la qualité éducative contribue à beaucoup d'aspects de la qualité de vie et du développement des familles, des enfants et du réseau. L'autre condition essentielle, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, pour que la qualité soit effective, en particulier pour les enfants de milieux défavorisés ou marginalisés, l'accessibilité doit être accrue. Donc, on doit développer des passerelles, des pratiques pour s'assurer que les enfants qui en ont le plus besoin accèdent davantage à ces services éducatifs-là. Et finalement, l'autre condition essentielle, c'est ce qu'on appelle l'universalité. Donc, c'est par l'universalité, la gratuité que l'accessibilité est possible. Alors, je reviens sur chacune de ces dimensions de manière encore plus approfondie pour que vous sachiez bien de quoi il s'agit. Alors, quand on aborde la qualité éducative, qu'est-ce que c'est la qualité éducative? Beaucoup se sont posé la question ce matin. Evelyne a tenté quelques réponses. Alors, j'en parle de manière vraiment structurée parce que ça fait 20 ans que je travaille sur la qualité éducative. C'est mon équipe de recherche qui a contribué à développer des outils d'observation de la qualité éducative et qui a contribué au projet pilote pour le soutien et l'amélioration continue de la qualité dans les services de garde régie qui est en place depuis 2019 au Québec. Donc, d'abord, la qualité, ça se décline en termes de processus. Donc, les processus, ça comprend toutes les interactions qui touchent directement l'enfant en fonction de 3 grandes dimensions dans ces processus-là. L'organisation de l'espace, donc comment on aménage l'espace et les ressources, le matériel, l'organisation physique pour répondre aux besoins des enfants. La deuxième composante, c'est le contenu et la nature de la programmation qui est adaptée au développement de l'enfant. Donc, quel type de programme on met en place, comment on met le programme en place, quelle est l'organisation de l'horaire de ce programme-là. Tout ça fait partie des processus au niveau de la nature des programmations. Et finalement, le troisième élément qui est le plus important et qui a été documenté comme étant celui qui contribue le plus au développement de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la nature des interactions et je vais y revenir de manière plus approfondie dans la prochaine diapo. D'ici là, je continue avec les autres composantes de la qualité éducative. Donc, on a abordé les processus, donc ce qui touche davantage l'enfant. Mais on a ce qu'on appelle aussi les structures ou dans notre jargon, en petite enfance, on va parler de la qualité structurelle. Donc, ça comprend toutes les conditions qui sont mises en place pour soutenir les adultes et tout le personnel éducatif qui accueille les jeunes enfants. Donc, dans la recherche, les 3 variables structurelles qui reviennent le plus souvent comme les plus importantes pour soutenir la qualité des processus et la qualité des interactions, c'est ce qu'on appelle le ratio adulte-enfant, c'est-à-dire le nombre d'enfants sous la responsabilité d'un même adulte. On s'attend à ce qu'il y ait le moins d'enfants possible pour que l'adulte puisse donner le plus d'attention possible aux enfants. Donc, quand ils sont moins nombreux, c'est préférable. La formation initiale, donc c'est-à-dire la formation spécialisée en éducation à la petite enfance,
Et on relève dans la documentation, dans la littérature, au Québec particulièrement, c'est que ce n'est pas nécessaire que ce soit une formation qui soit extrêmement élevée de niveau du bac, mais ce qui est important, c'est que cette formation-là, elle doit être spécialisée en petite enfance. Donc, au Québec, il y a 19 formations qui sont reconnues pour travailler avec les enfants dans un service de garde-régie, mais celle qui est la plus possédée par les éducatrices à l'enfance, c'est ce qu'on appelle le DEC de 3 ans en éducation à l'enfance. Il y en a d'autres aussi qui sont importantes et qui comptent, donc les attestations d'études collégiales qui accompagnent 3 ans d'expérience et le certificat en éducation à la petite enfance qui est offert à l'UQAM, pour lequel j'ai pris la relève de Micheline Lalonde-Gratton quand j'ai été engagée à l'UQAM il y a une vingtaine d'années. Donc, la formation initiale, ce qui est offert comme au niveau de base aux éducatrices, avant qu'elles entrent dans le domaine, avant qu'elles commencent à travailler avec les enfants, c'est extrêmement important et c'est corrélé, associé à répétition dans de nombreuses études à une qualité des interactions plus élevée. Et finalement, la troisième variable qui revient beaucoup dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc, la formation continue, c'est toute formation complémentaire, hein, des activités de formation, de perfectionnement qui sont suivies par les éducatrices et le personnel éducateur pour maintenir leurs connaissances à jour parce que les connaissances en petite enfance évoluent beaucoup. Depuis 20 ans, on a relevé une augmentation incommensurable de recherche qui porte sur les services de garde, sur les enfants, sur le développement de l'enfant et sur différentes composantes du développement de l'enfant. Donc, c'est très important de se mettre à jour, de se maintenir à jour. Donc, c'est la troisième variable la plus importante dans les structures, dans la qualité structurelle. Donc, vous voyez, c'est complexe, la qualité, ce n'est pas une affaire, c'est beaucoup de choses. Et finalement, dans les recherches récentes, on ajoute ce qu'on appelle la qualité des orientations pédagogiques, c'est-à-dire les croyances des éducatrices ou leur représentation face aux besoins des enfants, c'est-à-dire leur vision de ce qu'est un enfant compétent, leur vision de ce qu'est l'éducation. Et ça peut changer beaucoup selon l'école de pensée à laquelle on adhère. Donc, on retrouve aussi à l'intérieur des orientations pédagogiques les valeurs sur l'éducation, sur les approches éducatives qui soutiennent le développement de l'enfant et l'apprentissage du jeune enfant. Donc, par exemple, dans le programme éducatif Accueillir la petite enfance qui est promulgué au Québec et qui est enseigné en formation initiale et continue partout dans les institutions, c'est le programme Accueillir la petite enfance. On valorise l'apprentissage actif, donc une façon de développer ses connaissances en étant actif dans son environnement. Mais ça, c'est différent de valoriser ce qu'on appelle l'instruction directe ou la scolarisation précoce, qu'on risque plus de retrouver dans certains milieux comme les maternelles. J'ai fait des études à ce sujet-là dans les maternelles en France et on retrouvait beaucoup de scolarisation précoce, ce qui, selon certains auteurs et les auteurs auxquels on adhère dans mon équipe, n'est pas favorable au développement du jeune enfant parce que c'est moins centré sur ses besoins et j'arrive à ces besoins-là dans la prochaine diapo. Donc, si on veut bien comprendre ce qu'est la qualité des interactions, on doit s'intéresser à 3 grandes composantes. Ce qui fait, dans le fond, que les enfants se sentent bien, se développent bien dans leur service de garde éducatif, c'est la présence de soins attentifs et sensibles à leurs besoins émotionnels, d'abord, une présence de prévisibilité dans un environnement rassurant et stimulant, et une offre de soutien à l'apprentissage. Alors, comment ça se décline chacune de ces composantes-là? J'y viens tout de suite. Donc, si on parle de soins attentifs et de réponse aux besoins émotionnels des enfants, on va retrouver des adultes dans les milieux de garde qui vont être sensibles et réceptifs à l'égard des besoins des enfants. On va retrouver dans ces milieux-là des affects positifs, hein, des sourires, des rires, de l'attention positive envers les enfants et la valorisation aussi de l'autonomie des enfants en respectant leur capacité développementale, évidemment. Dans ces milieux-là, on va retrouver aussi des lieux où il n'y a pas de sentiments négatifs comme la colère, l'agressivité ou l'hostilité de l'adulte envers l'enfant. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui fait une différence entre un milieu de mauvaise qualité et un milieu de bonne qualité. Et malheureusement, on retrouve parfois ça.
Et on va retrouver aussi un climat positif qui va permettre des relations harmonieuses entre les enfants et on va pouvoir l'observer par des indicateurs très précis comme la présence de sourire, de plaisir dans le groupe, d'affect positif entre les enfants. Donc, tout ça va nous permettre de dire qu'on a des soins attentifs et sensibles aux besoins émotionnels des enfants. Dans la deuxième composante, qu'on appelle aussi sur la mesure qui est utilisée pour évaluer la qualité des interactions, on appelle ça l'organisation du groupe. On parle de l'importance de la prévisibilité pour les enfants, mais aussi d'un environnement rassurant et stimulant. Alors, qu'est-ce que c'est la prévisibilité? Comment on le mesure? Comment on l'évalue? On peut voir d'abord qu'il y a un horaire et des espaces qui sont prévisibles pour les enfants. Donc, les enfants savent ce qui les attend, tant dans l'environnement physique que dans l'environnement au niveau du temps. Et ça, c'est rassurant parce que dans ces environnements-là, on accorde aussi de l'importance aux intérêts des enfants, à leur motivation, à leur point de vue pour leur proposer des activités, des actions, des jeux éducatifs qui répondent à leurs besoins. On retrouve aussi dans ces milieux-là des stratégies positives pour permettre aux enfants de comprendre les attentes de comportement à leur égard. Donc, on fait plutôt de la prévention que de l'intervention puis de la correction de comportement. On s'assure que l'atmosphère est positive, donc les enfants vont moins avoir tendance à se désorganiser et ça aide aussi les enfants à s'autoréguler. Et on retrouve dans un environnement prévisible un soutien aussi à l'engagement des enfants dans leur jeu. Donc, on les accompagne pour qu'ils se concentrent dans leur jeu, qu'ils s'engagent dans leur jeu et ce qu'on leur offre va répondre mieux à leurs besoins à ce moment-là. Au niveau de la troisième composante de la qualité des interactions, on retrouve le soutien à l'apprentissage. Donc, dans le soutien à l'apprentissage, on retrouve des adultes qui accompagnent le développement de concepts adaptés aux capacités des enfants, évidemment. On retrouve aussi des adultes qui mettent en place des stratégies pour aider les enfants à penser, à réfléchir par eux-mêmes. On retrouve aussi des adultes qui offrent des rétroactions pour amener les enfants à mieux comprendre, à approfondir davantage les concepts avec lesquels on interagit avec eux. Et on retrouve des stratégies qui permettent aussi aux enfants d'être exposés à des formes et des usages très variés du langage. Donc, un langage qui va être riche et qui va leur permettre de développer leur capacité de compréhension, mais aussi leur capacité d'expression langagère. Éléments qui sont très, 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 très corrélés et prédicteurs de la réussite éducative et scolaire ultérieure. Dans la qualité, on retrouve aussi des éléments clés au niveau de la main-d'œuvre de l'éducation à la petite enfance. Et ça, je l'ai ajouté récemment parce qu'on est vraiment préoccupé actuellement par le taux de roulement et même la pénurie de main-d'œuvre. Et ça a un effet direct sur l'offre de place pour lesquelles vous militez actuellement. Donc, dans ce modèle-là, qui vient tout juste d'être publié, on voit que les éléments clés pour une main-d'œuvre en éducation à la petite enfance au centre concernent, on doit retrouver des éducatrices hautement qualifiées, on en a parlé tantôt dans la qualité structurelle, on doit retrouver des services de haute qualité, mais on doit aussi retrouver une stabilité, c'est-à-dire que le personnel reste là, ne s'en va pas et qu'il est stable à long terme pour les enfants. Et on doit retrouver aussi un niveau de bien-être suffisant des éducatrices. Et ça influence, comme vous le voyez dans les résultats à droite de la diapo ici, ça influence beaucoup de choses. Ça influence les enfants, leur sécurité affective, ça influence les familles, leur niveau de confiance. Ça fait qu'il y a moins de transitions difficiles, moins de stress au travail s'il y a une stabilité et si le service de garde est de qualité. Mais ça a une influence aussi sur le personnel lui-même. Si le bien-être est là, si la stabilité est là, il va y avoir moins d'épuisement professionnel, un climat de travail plus positif et la charge financière va être supérieure, c'est-à-dire que les gens vont être capables de travailler et de répondre à leurs besoins de base. Ce qui n'est pas toujours le cas actuellement avec les niveaux de salaire qu'on connaît dans le réseau des services de garde éducatifs de la petite enfance, surtout chez les éducatrices et les responsables de services de garde en milieu familial, évidemment, dont on a parlé ce matin. Donc, les résultats de ces éléments-là, qui sont tous des éléments de composantes de la qualité, doivent s'ajouter
si on veut avoir un réseau qui produit des résultats dont on parlait tout à l'heure, un réseau qui permet aux enfants et aux familles de bien se développer et même au personnel éducatif de se sentir bien et d'être capable d'exercer son travail en pleine connaissance de cause parce qu'ils sont dans un niveau de bien-être suffisant. Alors, j'ai fait le tour au niveau de la qualité et on pourra y revenir tantôt, évidemment. La deuxième condition très importante pour observer des effets, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, il faut que les enfants aient accès à des places. Donc, malheureusement, actuellement, l'accès à des places de qualité en CPE est moins universel dans le réseau québécois qu'elle l'a été avant. De toute façon, elle n'a jamais été universelle parce que l'universalité, ça voudrait dire que tout le monde a une place, quel que soit l'endroit où il vit, son milieu socio-économique, sa géographie, etc., etc. Donc, actuellement, il y a une inégalité d'accès, mais on pense que ça doit être envisagé d'un point de vue systémique parce que pour l'instant, la demande supplante l'offre, en particulier dans certains quartiers et dans certaines régions. On le voit de plus en plus. Et la réglementation décourage l'offre de places à temps partiel ou de places flexibles dont on a parlé ce matin. Et le coût est trop élevé pour les familles pauvres. Même si on a des coûts assez faibles, c'est quand même très élevé pour des gens qui gagnent très peu par semaine ou par mois. Et en plus, d'un point de vue systémique, on remarque actuellement depuis plusieurs années, et ça a été accentué par la pandémie, que le réseau n'arrive plus à attirer et à retenir assez de personnel formé pour répondre à la demande. Donc, c'est un autre problème. Alors, la solution que nous, on voit, et ce n'est pas une solution nouvelle, on en parle depuis longtemps, les écrits à ce sujet-là sont assez clairs au niveau international. Reprendre le développement de places en CPE et aller vers une offre universelle de places gratuites pour tous les enfants du Québec, tout en améliorant les conditions de travail du personnel. Donc, si on n'a pas ces deux aspects-là, on ne pourra pas répondre à la demande, puis des places qui ne seront pas comblées parce qu'il n'y aura pas de personnel pour y travailler. La troisième condition pour que les services de garde que les bénéfices soient observés dans les services de garde éducatifs à la petite enfance, c'est l'universalité. Donc, les plus hauts niveaux de qualité favorables au développement de l'enfant se retrouvent dans les services de garde éducatifs régis sans but lucratif. Et ça, c'est la vocation des CPE. Madame Marois en a parlé tout à l'heure, ce matin. Les CPE, au départ, le projet d'origine, c'était que ça devienne des CPE partout au Québec et que ça soit universel. On ne s'est pas rendu là pour différentes raisons dont j'ai parlé au début, dont le fait qu'on a changé de gouvernement souvent, qu'il n'y avait pas nécessairement les mêmes visées et visions et compréhension de ce réseau-là. Mais au Québec, actuellement, ce sont vraiment les CPE qui ont cette vocation-là. Et ce sont les CPE, comme l'a présenté Pierre ce matin, qui présentent un niveau de qualité plus élevé dans toutes les enquêtes qui ont été faites jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on retrouve. Le niveau de qualité est plus élevé dans l'enquête Grandir en qualité menée en 2003 par l'Institut de la statistique du Québec. La nouvelle enquête menée par aussi l'Institut de la statistique en 2015 répète la même chose. Il y a une plus grande proportion d'enfants qui se retrouvent dans des services de garde de qualité en CPE comparativement aux autres modes de garde. Évidemment, dans les services de garde régis, parce que dans ces enquêtes-là, on ne s'intéresse pas aux non-régis. Les CPE sont aussi de qualité plus élevée parce qu'on y retrouve des gens qui font de la formation continue de manière plus régulière. C'est très valorisé, c'est très encouragé. Il y a une culture de qualité. Les CPE sont de qualité plus élevée parce que la réglementation le favorise et qu'il y a un financement public. Et la gestion des services de garde sans but lucratif. Sans but lucratif implique la participation des parents et ça aussi, c'est associé à un niveau de qualité plus élevé. Donc, laissez-moi quand même aborder rapidement quelques enjeux liés à la privatisation qui ont un impact sur l'accessibilité, mais aussi sur l'équité et la qualité. Donc, Evelyne Couturier en a parlé ce matin, mais moi, je vais en parler d'un point de vue moins économique, mais plus d'un point de vue éducatif et développemental. Donc, les gouvernements successifs ont développé et valorisé les garderies commerciales. C'est un état de fait, on l'a tous vu. Il y a 40 000 places qui ont été créées en 2009 et 2014, qui correspondaient à 71 % de toutes les places créées dans le réseau
qui étaient des services de garde à vocation commerciale. Et il y en a 23 442 qui ont été créés en 2014 et 2021, qui correspond à 60 de toutes les places créées. Donc, on maintient la création d'un réseau de services de garde où on valorise les garderies commerciales. Pourtant, c'est connu, c'est documenté à répétition, les garderies commerciales sont associées à une qualité plus faible et ça ne change pas avec le temps. Donc, il y a une réflexion à y avoir au sujet de la commercialisation des services de garde. Evelyne l'a abordé un petit peu ce matin et Pierre aussi sous différents aspects. Mais ce qu'on s'est demandé dans plusieurs écrits, c'est d'abord, est-ce que c'est éthique de réaliser des profits avec l'éducation à la petite enfance? Donc, ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est ce qu'on veut retrouver dans notre société? Ensuite, est-ce que les parents sont capables de faire des choix libres et éclairés pour la garde de leurs enfants dans un libre marché de services de garde éducatifs? La réponse est souvent non, parce que les parents n'ont pas suffisamment d'informations sur ce qui se passe au quotidien et ne voient pas non plus ce qui se passe dans leur milieu. Donc, les gens qui sont pro-commercialisation vont dire mais non, mais le libre marché va jouer, puis plus il y a un libre marché, plus la qualité va être élevée parce que les gens vont rechercher la qualité, mais ça ne fonctionne pas, cette règle de libre marché-là, avec les services de garde éducatifs à la petite enfance. Gordon Cleveland, qui est un de mes collègues, qui est aussi un économiste spécialisé en petite enfance, qui a fait toute sa carrière dans le domaine, qui est basé à Toronto, le dit à de nombreuses reprises, la loi du marché, ça ne fonctionne pas dans les services de garde éducatifs à la petite enfance. Ensuite, on peut se demander si l'accessibilité est accrue dans un réseau commercial. Donc, ce qu'on voit à travers le monde, quand il y a des réseaux commerciaux de services de garde, puis il y a des pays qui ont vraiment donné là-dedans, avec des chaînes de garderies très, très, très développées, ce qu'on voit, c'est que la commercialisation ne mène pas à un accès équitable à des services de garde éducatifs de qualité, surtout pour les familles les plus vulnérables, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des coûts associés à la commercialisation. Les coûts d'accès aux services de garde en garderie sont beaucoup plus élevés. Donc, ce n'est pas équitable et les familles vulnérables, souvent, se trouvent défavorisées dans ce contexte-là. Et finalement, on peut se demander, est-ce que les services de garde éducatifs sont considérés comme un luxe? Parce que si on ne prône pas le fait que, en fait, il y a de nombreux organismes internationaux qui prônent plutôt que l'éducation à la petite enfance devrait être un service essentiel et que dès la naissance, tant l'OCDE, l'UNESCO, l'UNICEF le disent, dès la naissance, on devra offrir des services de garde éducatifs universels aux enfants pour répondre à leurs besoins et considérer finalement ce réseau-là comme faisant partie intégrante du système de l'éducation, sans pour autant le transformer en maternelle dès l'âge d'1 an. Alors là, c'est la petite nuance que je ferais sur ce que Pierre a dit ce matin. Les services de garde éducatifs n'ont pas besoin d'être des maternelles pour être efficaces. S'ils sont de qualité, ils n'ont pas besoin d'être des maternelles. Et au contraire, dans certains milieux et dans certains pays, la maternelle, ce n'est vraiment pas le lieu où on trouve la plus grande qualité. Donc là-dessus, je vous inviterai à consulter mes travaux comparatifs à ce sujet-là. Peut-être l'idée du droit aussi à une place en garderie comme on a le droit à l'école ou toute la question idéologique derrière justement Absolument. Le droit d'avoir une place. Là. Je pense que ça Absolument. Va être dans les questions. Quand on parle de est-ce que c'est un luxe? Bien non, au contraire, c'est un droit. Donc, ça devrait être un droit. Mais présentement, ce n'est pas nécessairement clairement dans la loi actuelle. Ce n'est pas du tout. Ça l'est pas du tout, c'est ça. Non. C'est s'il y a des places. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a 90 000 enfants qui n'ont pas de place, là, on s'entend, mais il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas de place et beaucoup d'enfants qui n'ont pas de place. Ouais. Alors, je vais juste vous faire écouter comment se terminait une conférence que j'ai prononcée en mars 2015, juste pour que vous voyez à quel point ce que j'avais prédit est en train de se passer. Les données que nous, on a recensées en réalisant notre mémoire et nos 2 mémoires, en fait, pour les commissions parlementaires, nous ont permis de démontrer que les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à des services de garde de qualité, c'est le financement public d'un réseau universel de services de garde de qualité. Lorsqu'on n'a pas ça dans les différents pays à travers le monde, ce qu'on observe, c'est 2 conséquences principales. Un repli des femmes sur le marché du travail. Donc, les femmes retournent à la maison ou restent à la maison, ne vont pas travailler.
et une confiance accrue dans l'industrie commerciale des services de garde qui est dépendante du pouvoir d'achat des parents, donc qui est encore plus inéquitable en fonction des revenus des familles. Heureusement, nous, au Québec, on a un autre choix. On a les CPE qui existent déjà depuis 18 ans. Puis, si on regarde l'esprit des CPE, ben, j'aimerais rappeler que les CPE et les services de garde sans but lucratif subventionnés existent depuis au moins 40 ans. Donc, ces services-là sont de qualité et ont une vocation non commerciale et sont associés à plusieurs progrès sociaux et économiques qui ont été observés dans la société québécoise depuis les 18 dernières années. Donc, le débat actuel autour évidemment, des projets de loi qui sont présentés masque les enjeux véritables qui ont motivé la création du réseau des CPE. Et selon nous, c'est encore justifié d'investir massivement et en priorité dans ce réseau-là pour évidemment garantir l'égalité des chances pour tous, la réussite scolaire et la réduction des inégalités sociales. Merci. Donc, pour conclure, vous allez voir que la conclusion n'est pas très différente parce que malheureusement, 6 ans plus tard, on a perdu des acquis et on en a moins développé, il me semble. Alors, les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à la qualité sont encore le financement public d'un réseau universel de services de garde, où on retrouve des services de haute qualité, du personnel hautement qualifié, stable et dont le niveau de bien-être est élevé. Ça, je l'ai ajouté depuis parce qu'il y a des études de plus en plus qui nous démontrent que l'importance du bien-être du personnel éducatif doit être là si on veut que ça se produise et si on veut que ce personnel-là reste. Mais malheureusement, actuellement, qu'est-ce qu'on observe? C'est les conséquences suivantes. Un repli des femmes sur le marché du travail à cause de la pénurie de place et une industrie commerciale qui s'est accrue et qui a augmenté les inégalités entre les familles, ainsi que pour les travailleuses, particulièrement depuis la pandémie. Donc, on voit dans des études que je mène actuellement que le niveau de bien-être est faible, que le niveau de stress est élevé chez les éducatrices à la petite enfance, et ça influence leur présence, mais aussi leur départ de la carrière et du travail. Alors, il ne faut pas oublier, la pénurie de place, ça ne doit pas nous faire oublier les enjeux qui ont motivé la création des CPE et qui en justifient encore aujourd'hui l'investissement. Ce qu'on avait en tête, c'est une égalité des chances pour tous, une réussite éducative pour tous et une réduction des inégalités sociales. Donc oui, la pénurie est là, mais il ne faudrait pas s'enligner à combler cette pénurie-là en dévalorisant encore plus les familles marginalisées pour répondre uniquement aux besoins de certaines familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qui ont le plus besoin de fréquenter les services de garde éducatifs de qualité, ce sont les enfants qui viennent de milieux marginalisés ou qui rencontrent des difficultés. Alors, je remercie les membres de mon équipe. Donc, juste un petit mot sur l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. C'est une équipe qui est composée de 14 co-chercheuses et 2 collaborateurs. Et nous existons depuis 12 ans. Nous venons d'être renouvelés au FQRSC pour les 4 prochaines années. Et je remercie aussi les 2 étudiantes graduées qui nous soutiennent, Alexandra Paquette et Nancy. Évidemment, le Fonds de recherche Société Culture qui nous finance depuis déjà 12 ans et qui nous aide à produire tout ce qu'on réussit à produire au niveau des études sur la qualité. Merci.